Mercredi 19 janvier, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Réunion de fractions palestiniennes bientôt en Algérie. Après l'arrivée du mouvement Fatah, d'autres organisations palestiniennes sont attendues prochainement à Alger. Les détails dans un instant. Et concernant le sommet arabe, le secrétaire général adjoint et directeur du cabinet du secrétaire général de la Ligue des États arabes révèle que la date prévue à Alger sera fixée à l'issue des consultations avec le pays hôte, l'Algérie. L'Union européenne tente de faire porter sa voix sur la scène internationale malgré les dissensions internes. On en parle dans ce journal. Sport, football, demain l'Algérie face à la Côte d'Ivoire. Belmadi s'est exprimé en conférence de presse sur l'enjeu de cette prochaine rencontre. Riyad Mahrez affirme que les joueurs sont prêts pour cette ultime bataille. On entame donc ce journal avec cette réunion de fractions palestiniennes qui se déroulera en Algérie. Après l'arrivée du mouvement Fatah ces derniers jours, d'autres organisations palestiniennes sont attendues prochainement à Alger. On va donc s'intéresser à l'attachement du pays à ses principes, notamment de soutien de la lutte des peuples du Sahara occidental et de la Palestine contre le colonialisme. Sofiane Baroudi nous éclaire sur le sujet. On annonce qu'Alger abritera à la fin du mois de janvier une rencontre de réconciliation entre les différentes organisations politiques et fractions palestiniennes. L'initiative d'unifier le Front palestinien a été lancée par le président algérien à l'occasion de la réception du président de l'Organisation pour la libération de la Palestine, Mahmoud Abbas, à Alger. Dans ces conditions autant dangereuses qu'importantes que traverse la cause palestinienne et dans laquelle est empêtrée la région arabe et maghrébine plus précisément, cette initiative du président Abdelmadjid Tebboune pour une rencontre des organisations palestiniennes en Algérie vient à point nommé. Il n'y a aucun doute que cette initiative revêt des dimensions importantes dans le soutien de la résistance du peuple palestinien dans la perspective de son union. L'Algérie, qui soutient le droit du peuple palestinien, rappelle à chaque occasion son attachement de principe et son engagement historique aux côtés du peuple palestinien. Si une délégation du Fatah a déjà rejoint la capitale algérienne, le Hamas a annoncé pour sa part qu'il suivrait en envoyant une délégation. Son leader, Ismaïl Haniyeh, aurait rencontré l'ambassadeur algérien à Doha dernièrement. D'autres organisations politico-militaires résistantes, à l'instar du djihad islamique basé à Beyrouth, sont pressenties pour être partie prenante de l'initiative. Pour leur part, le FDLP et le FPLP, liés historiquement au nationalisme arabe radical, ont toujours trouvé en Algérie un terrain favorable à leurs activités et devraient donc naturellement participer à construire le Front uni combattant. Nous avons reçu au FDLP l'invitation du président Tebboune à la célébration d'une réunion unificatrice des organisations palestiniennes avec un grand enthousiasme et une satisfaction certaine. Nous exprimons d'ailleurs notre reconnaissance au président algérien toujours grandement préoccupé par le soutien du peuple palestinien dans sa lutte pour l'octroi de ses droits légitimes, à l'édification d'un État indépendant avec Al-Quds comme capitale et le retour des réfugiés sur leurs terres. La question des lieux saints, celle du retour des réfugiés ou celle des prisonniers politiques détenus par milliers dans les geôles sionistes seront probablement au menu, ainsi que la question cruciale de l'unification des fractions résistantes à l'image de la chambre d'opération commune inaugurée à Gaza lors de la dernière bataille de Saïf el-Quds. Pour rappel, l'État palestinien a été proclamé à Alger il y a 33 ans et beaucoup d'organisations combattantes, à l'exemple d'Al-Asifa ou du bras armé de la révolution arabe, ont trouvé dans la capitale algérienne une arrière-base de choix pour mener à bien la lutte pour la libération de la Palestine. Et le secrétaire général adjoint et directeur du cabinet du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Houssem Zeki, a révélé que la date du prochain sommet arabe attendu à Alger sera fixée à l'issue de consultations avec le pays hôte, à savoir l'Algérie. Plus de détails avec Amin Touta.
Au terme de sa visite en Algérie avec une importante délégation, le secrétaire général adjoint et directeur du cabinet du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Houssam Zaki, a évoqué la date du sommet arabe prévu à Alger, qui sera fixée à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères du 9 mars prochain. On revient au Caire et au secrétariat général avec des idées positives sur les préparatifs de l'Algérie. Il y a un travail sérieux fourni, ça demande un peu de temps pour arriver à une date propice pour toutes les parties. Concernant l'intérêt de l'Algérie pour la réunification arabe, Houssam Zaki a déclaré qu'il s'agit d'une question prioritaire pour la Ligue arabe. Soulignons que la force de la diplomatie algérienne peut lui permettre d'y parvenir. Pour rappel, et lors du dernier déplacement en Égypte du ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra, des concertations avec le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Ghaït ont eu lieu où les deux parties ont abordé les préparatifs du prochain sommet arabe mené par l'Algérie en sa qualité de pays hôte. Et les sanctions de la CEDEAO sur le Mali continuent de défrayer la chronique. Après une visite en Guinée, c'est une nouvelle étape amorcée par la délégation malienne, conduite par son ministre des Affaires étrangères. La délégation a été reçue en Mauritanie par le président Mohamed Ould Razouani, ce dernier qui se dit solidaire avec le peuple malien. Dans un contexte de sanctions économiques et diplomatiques imposées par la communauté économique à l'encontre du Mali, Bamako cherche des alternatives pouvant aider à contourner ou à alléger l'embargo imposé. Pour ce qui est de ce déplacement à Nouakchott, l'enjeu est important pour le Mali, comme l'a souligné Abdoulaye Diop. On écoute. Ce message se situe d'abord dans le contexte du Mali, notamment les défis et les avancées liées au processus de transition, pour lesquels nous devrions apporter les conclusions à l'attention du président de la République islamique de Mauritanie. Nous allons continuer à cheminer la main dans la main dans le dialogue, faire en sorte que le processus de transition au Mali puisse se terminer dans un cadre consensuel et dans un cadre de dialogue, et souhaiter aussi que la communauté régionale, la communauté africaine et comme la communauté internationale puissent aussi faire le pas nécessaire pour mieux comprendre et apprécier la situation au niveau de notre pays. En Tunisie, une instance judiciaire a annoncé la poursuite en justice de 5 personnalités politiques, dont la présidente du parti d'Estouriens Libres, Abir Moussi, et l'ex-président de l'ARP, Abdel Fattah Mourou, pour violation électorale. Le porte-parole de la Cour d'appel de Tunis a précisé que cette décision intervient suite à des infractions relatives à la publicité politique en tirant profit à la propagande plutôt illicite à travers les réseaux sociaux dans le cadre des élections législatives et présidentielle de 2019. Et dans la capitale somalienne, Mogadiscio, un attentat suicide a ciblé un café populaire hier près d'une caserne militaire. Selon les sources locales, bilan, au moins 4 personnes sont mortes et 10 autres blessées. Il s'agirait d'une attaque kamikaze à l'intérieur du café, un endroit fréquenté par des soldats somaliens. Les autorités sécuritaires se sont rendues sur le lieu alors que les blessés ont été transportés par ambulance vers les hôpitaux de la capitale. Et au Burkina Faso, un véhicule de la force Barkhane a été touché hier soir par un engin explosif à la sortie de l'aéroport de Waïgouya dans le nord du pays, selon l'état-major français. Et selon la même source, l'explosion aurait fait 4 blessés, dont un grièvement. Pour rappel, la France mène l'opération Barkhane depuis 2014 au Sahel contre des groupes armés de la région, une présence très controversée. La présence militaire française sur le territoire de plusieurs pays africains n'est plus la bienvenue. Et en République démocratique du Congo, des affrontements opposant l'armée congolaise à une coalition de combattants sèment la panique depuis 2 jours dans les quartiers périphériques d'Uvira. L'armée congolaise déplore 3 militaires tués, dont 2 officiers et 2 civils blessés. D'après le porte-parole de l'armée, il s'agit d'une coalition de 4 groupes armés alliés aux rebelles burundais des FNL qui ont attaqué une position militaire des FARDC avant d'être repoussés par l'armée.
Au Sahara occidental, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont exécuté hier de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'occupant marocain et ce, dans les secteurs de Houza et Aousserd. C'est ce qu'a indiqué le dernier communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent depuis le 13 novembre 2020 suite à la violation de cessez-le-feu par le Maroc après une agression contre des civils sahraouis dans la zone Guerguerat. Et en parlant de sécurité, le secrétaire général adjoint délégué pour l'OTAN pour les affaires politiques et la politique de sécurité, Javier Colomina, a déclaré hier que l'Algérie était un interlocuteur incontournable dans la lutte antiterroriste et un acteur clé dans la région de l'Afrique du Nord et du Sahel. Animant une conférence sur la coopération entre l'Algérie et l'OTAN à l'Institut national d'études de stratégie globale, Javier Colomina a affirmé que l'Algérie est un acteur clé dans la région, justement. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie est un acteur clé dans la région de l'Afrique du Nord et du Sahel et un interlocuteur incontournable sur les questions de sécurité, notamment dans le domaine du contre-terrorisme. Nous considérons l'Algérie comme un partenaire stratégique. Votre pays est également un membre actif de notre dialogue méditerranéen, dont il est membre depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis l'an 2000. À Madagascar, des trompes d'eau et des précipitations 3 fois supérieures aux prévisions se sont abattues sur la capitale du pays. La ville et sa plaine ont été classées en vigilance rouge pour danger imminent depuis hier. D'après les services compétents, cette dépression caractéristique des pluies estivales tropicales devrait quitter les hautes terres vendredi pour se déplacer vers le nord de l'île. Et dans le dossier santé en Algérie, 1359 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 576 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, d'après le dernier communiqué du ministère de la Santé. Et ce communiqué de la présidence de la République algérienne qui vient de tomber, annonçant la suspension des cours du cycle primaire, moyen et secondaire pour une durée de 10 jours à compter de demain, jeudi. La fermeture des universités dépendra de la décision des administrations concernées. Cette mesure exceptionnelle a été prise suite à la recrudescence, on vient de le dire, des cas de contamination à la Covid-19 dans le pays. On va continuer à parler santé. En Allemagne, les autorités sanitaires du pays ont recensé plus de 110 000 cas de coronavirus en 24 heures. Un nouveau record depuis le début de la pandémie. Il y a 2 ans, hautement contagieuse, la variante est à l'origine de ce nouveau pic épidémique. Selon le dernier rapport hebdomadaire de l'Institut Robert Koch, cette variante est à l'origine de moins 73% de nouvelles infections dans le pays. Le point avec Neyla Hamouda. Les nouvelles ne sont pas réjouissantes en Allemagne. Un nouveau record a été atteint avec plus de 110 000 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures, le bilan le plus élevé depuis le début de la pandémie. Le taux d'incidence sur une semaine a atteint 584,4 infections pour 100 000 personnes, selon l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. Même si plus de 72% de la population allemande a été entièrement vaccinée contre la Covid-19 et près de 47,6% d'entre eux avaient également reçu leur dose de rappel, Omicron est devenu majoritaire, où il est responsable de plus de 70% des nouvelles infections. Afin de freiner la propagation d'Omicron, le gouvernement allemand a intensifié sa campagne de vaccination et prévoit d'administrer des doses de rappel à toutes les personnes éligibles d'ici quelques semaines. Le chancelier Olaf Scholz veut instaurer l'obligation vaccinale, mais dans un climat surchauffé par des restrictions existantes, l'adoption de la mesure a pris du retard. D'ailleurs, des centaines, voire des milliers de personnes ont manifesté contre le projet d'obligation vaccinale. De son côté, l'OMS met en garde contre l'idée que le variant Omicron pourrait être bénin et insiste sur le fait qu'aucun pays ne soit encore sorti d'affaire. Cette pandémie est loin d'être terminée et avec l'incroyable croissance d'Omicron, il est probable que de nouveaux variants apparaissent. Et sur un autre sujet, alors que les États-Unis et la Russie se font face concernant le dossier ukrainien, l'Union européenne, parfois mise à l'écart des négociations, tente de faire porter sa voix sur la scène internationale malgré les dissensions internes. Les détails avec Safouane Ben Sabri.
Et un communiqué de la présidence du Kazakhstan diffusé ce mercredi a fait savoir que Ruslan Jaksilov a été nommé le nouveau ministre de la Défense du pays. Selon la même source, l'ancien ministre de la Défense Murat Bektanov a été démis suite de la décision du président Kassimir Jomart Tokayev. Ainsi, Tokayev a nommé Ruslan Jaksilikov, ancien vice-ministre de l'Intérieur, en tant que nouveau ministre de la Défense. Et dans le dossier russo-ukrainien, Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est attendu aujourd'hui à Kiev avant de rallier Berlin puis Genève. Blinken rencontrera son homologue russe Sergei Lavrov. Leur rencontre prévue vendredi intervient après un échange téléphonique entre les deux parties, l'occasion de faire le point sur la situation après une semaine d'intenses pourparlers. Un isolement relatif sur les enjeux internationaux et une capacité d'action relativement limitée caractérisent l'Union européenne actuellement. Chahuté à son arrivée au Parlement européen, Emmanuel Macron tente de faire une place à l'Europe sur la scène internationale, notamment concernant le dossier ukrainien. Un dossier sur lequel l'Union européenne peine à se faire une place d'acteur principal. Le président français s'est exprimé mardi sur la question au Parlement européen. La sécurité de notre continent nécessite un réarmement stratégique de notre Europe comme puissance de paix et d'équilibre, en particulier dans le dialogue avec la Russie. Le gazoduc Nord Stream 2, quant à lui, a alimenté les discussions et les divisions lors de la réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union européenne. L'infrastructure doit alimenter directement l'Allemagne en gaz russe. Pour Berlin, il n'est pas question de lier la finalisation de ce projet industriel aux tensions entre Moscou et Kiev. Mais ce n'est pas l'avis du chef de la diplomatie européenne qui penche davantage vers la ligne dure défendue par les États-Unis. Josep Borrell explique qu'il est impossible d'imaginer d'un côté imposer des sanctions et de l'autre ouvrir le gazoduc en question. Comme à une époque pas si lointaine, l'Europe se retrouve entre deux pôles dont les intérêts divergent et ne convergent pas forcément avec ceux des 27. Et la scène politique au Royaume-Uni continue de faire vibrer un rythme de scandale. Et le nouvel épisode explosif de la saga baptisé Partygate. Hier, le Premier ministre britannique a tout simplement rejeté les accusations selon lesquelles il avait été prévenu de l'organisation d'une fête contraire aux règles contre la Covid-19 à Downing Street en mai 2020. Boris Johnson, au sondage désastreux, joue gros. Des voix s'élèvent et demandent sa démission. Les excuses présentées la semaine écoulée devant les députés n'ont pas l'air de calmer leur grogne. Le Royaume-Uni qui s'apprête d'ailleurs aujourd'hui à une importante annonce de Boris Johnson. Et ce mercredi 19 janvier marque la fin du mandat de Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman. Mohamed Moussaoui soutient l'autre initiative du gouvernement français, celui de mettre en place un nouveau forum de l'islam de France appelé FORIF et vraisemblablement donnera naissance à un nouvel interlocuteur des autorités. Le FORIF a pour objectif d'identifier des acteurs locaux prêts à faire avancer des projets prioritaires pour Paris comme l'encadrement de la formation des imams. Et le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique avec une nouvelle opération espagnole ayant permis de démanteler une organisation qui introduisait de grandes quantités de drogue le long de la côte de Huelva avec à la clé 17 arrestations et 2780 kilos de hashish saisis d'après les médias. La Guardia Civile et l'agence fiscale ont indiqué dans une déclaration conjointe que l'opération dite Mastine a été lancée après des informations selon lesquelles une organisation criminelle introduisait justement du hashish dans des bateaux de plaisance dans la ville de Huelva en provenance du Maroc. Situation précaire et inquiétante au Yémen. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a de ce fait exhorté toutes les parties à assurer la sécurité des civils dans un contexte d'escalade du conflit. Nous sommes, je cite, profondément préoccupés par l'escalade continue du conflit au Yémen. Les frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite sur la capitale Sanaa auraient fait au moins 5 morts parmi les civils. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, lors d'une conférence de presse de l'ONU à Genève. Rappelons que mardi, les forces de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite ont annoncé qu'elles menaient des frappes aériennes sur Sanaa en réponse aux dernières attaques des Houthis contre Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.
Situation très alarmante au Liban. Le pays suffoque, frappé par une crise financière aiguë et un manque de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité face à une situation chaotique qui a poussé des milliers de Libanais à fuir le pays. La juge Rada Aoun confirme son interdiction à Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque centrale du Liban, de quitter le territoire. Elle a pris hier la nouvelle décision de geler l'usage des biens du gouverneur afin de répondre à une plainte pour détournement de fonds, enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Le patron de la Banque du Liban dément ces accusations et affirme être victime d'une campagne de dénigrement. Elle avait survécu 6 ans entre les mains de la guérilla des FARC. La franco-colombienne Ingrid Betancourt est, à l'occasion d'une conférence de presse tenue hier mardi à Bogota, a annoncé qu'elle voulait être candidate pour le scrutin du 27 mai prochain. 20 ans après son enlèvement, Ingrid Betancourt veut toujours être présidente. Depuis sa libération en 2008, elle vit à l'étranger, en France essentiellement, et ne fait que de rares visites en Colombie. La scène politique reste surprise par cette annonce d'Ingrid Betancourt de vouloir se présenter à la primaire. Candidate de la très centriste coalition de l'Espérance, Ingrid Betancourt a mis la lutte contre la corruption au centre de ses discours. Et il aura fallu attendre 4 jours pour que des premières photos aériennes donnent un aperçu de la double catastrophe qui a frappé les îles Tonga samedi dernier quand l'éruption du volcan Wunga Tanga Wunga Apai a provoqué un tsunami dévasté par cette éruption. Et le tsunami, les îles Tonga restent coupées du reste du monde. Il faudra au moins 1 mois pour réparer un câble de communication sous-marin les reliant au continent. C'est ce qu'a indiqué le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères, une éruption qui a déclenché des tsunamis dans le Pacifique avec des vagues à Chañaral au Chili à plus de 10 000 km des îles. Dans le dossier économie, l'Algérie et les États-Unis veulent donner un coup de pouce à leur coopération dans le domaine de l'agriculture pour booster cette volonté commune. Le Forum algéro-américain invite les agriculteurs américains justement lors d'une tournée dans plusieurs wilayas pour profiter des opportunités d'investissement en Algérie et engager des projets à long terme avec des partenaires algériens. Mohamed Wali Ben Chaben. Les opportunités d'investissement dans le secteur agricole en Algérie ont été présentées aux opérateurs américains qui, dans leurs interventions, ont exprimé le souhait d'engager des projets à long terme avec des partenaires algériens. Pour l'Algérie, l'enjeu est de garantir sa sécurité alimentaire. Quant aux opérateurs américains, l'objectif est de conquérir de nouveaux marchés et surtout d'améliorer la qualité de production agricole avec l'usage des meilleurs produits chimiques. Ce que nous faisions, c'est produire des engrais de meilleure qualité afin que la terre puisse donner de meilleurs produits agricoles, et ce dans plusieurs situations et conditions climatiques grâce à des applications chimiques. Certains ne savent pas que la biologie contribue au bon fonctionnement des produits chimiques. Les participants dans cette tournée ont affiché leur intérêt pour le savoir-faire des Américains dans ce domaine qui pourrait aider l'Algérie à maximaliser l'exploitation du secteur agricole. On est dans la dernière ligne droite de notre mission ici à Annaba. La rencontre avec les participants des 2 pays a été couronnée de succès, espérant qu'on va réussir à réaliser des résultats probants comme on l'a fait auparavant. Les entreprises américaines cherchent des marchés qui offrent les meilleures conditions d'investissement. Ils visent le long terme dans un esprit qui fait que les investisseurs des 2 pays soient bénéficiaires. Agriculture toujours avec les performances réalisées par l'Algérie durant l'année 2021. Des chiffres plutôt encourageants qui laissent présager un avenir radieux pour le secteur agricole en Algérie. Khaireddine Batache. Les performances économiques de l'Algérie en 2021 ont touché plusieurs secteurs d'activité, à commencer par celui de l'agriculture qui a enregistré une bien belle moisson. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, la terre algérienne a produit pour près de 3 500 milliards de dinars de produits agricoles, soit l'équivalent de 25,6 milliards de dollars. Les matrices font état d'une légère hausse par rapport aux 25 milliards de dollars de production agricole annoncée en 2020, mais qui dans le même temps confirme la bonne santé du secteur et par voie de conséquence, celle des filières y ont enregistré les meilleurs résultats.
on peut effectivement relever une certaine augmentation de la valeur de la production en valeur. Ça ne dépasse pas les 2,5% par rapport à l'année précédente. Mais si on compare ces chiffres-là par ceux communiqués par l'ONS en début d'année, à la fin de l'année précédente, pour les deux premiers trimestres de l'année 2021, pour le premier trimestre, on a une légère augmentation. On a une légère augmentation de la production agricole qui était de 0,6%. La production des tomates industrielles a augmenté de 27% durant la saison 2020-2021 par rapport à 2019-2020, ainsi que les dattes de 3,9% pendant la même période. La production des viandes rouges a connu quant à elle une hausse de 5%. Seul bémol à mettre en relief, le recul enregistré au niveau des résultats des céréales et légumineuses, avec une baisse dans la production depuis 2018. Une conjoncture toutefois due aux faibles moyennes des précipitations. Le barrage était asséché, donc il va attendre l'année prochaine, puisqu'il y a eu de fortes précipitations sur les 2 derniers mois de l'année 2021 pour enregistrer les premiers effets positifs potentiels de ce programme complémentaire. La réalisation d'un programme d'irrigation complémentaire destiné à la céréaliculture, conjuguée à la décision prise lors du dernier Conseil des ministres de majorer le prix d'achat des céréales auprès des agriculteurs, sont des mesures qui devraient permettre à l'Algérie de booster ses performances dans ce domaine. Et les pays africains, dont l'Algérie, qui ont célébré la journée panafricaine des postes hier, le 18 janvier. Un secteur en pleine mutation, car il reste très sensible aux avancées technologiques et à la transition numérique et digitale. En temps normal, l'adoption des thèmes de célébration annuelle se fait une fois tous les 4 ans par la conférence des plénipotentiaires réunis en session ordinaire. Cette année, en raison de la pandémie de la Covid-19, cet organe suprême de l'Union n'a pas pu siéger. C'est dans ce contexte particulier que le secrétaire général a proposé comme thème de cette année, je cite, la poste : renforcer la résilience en temps de crise. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Hanoufi Baya, la directrice générale d'Algérie Post. Nous commémorons la 42e édition de la journée de l'Union panafricaine des postes, qui est placé cette année sous le thème « Exploiter les synergies avec les acteurs du secteur postal élargi ». Ce thème fait écho à l'élargissement des partenariats dans le domaine postal et le développement de nouveaux partenariats stratégiques et surtout bien conçus à l'échelle africaine. En effet, donc la généralisation du commerce électronique nous pousse aujourd'hui, nous, Algérie Post, à élargir nos partenariats, notamment au niveau africain, et aussi nous pousse à trouver de nouvelles perspectives commerciales pour renforcer notre potentiel de développement et collaborer aussi avec de nouveaux fournisseurs de technologies et de solutions numériques. Le réseau d'Algérie Post est représenté aujourd'hui avec plus de 4100 bureaux de poste, ce qui représente une part importante du réseau postal africain, soit un tiers du réseau postal africain. Un réseau qui est certes important, mais qui fait face à des défis de transformation numérique et digital, afin qu'on puisse se repositionner comme moteur essentiel du développement socio-économique dans notre pays. Et on va s'intéresser à la compagnie aérienne Tassili Airlines qui aspire à augmenter son chiffre d'affaires annuel à 13,8 milliards de dinars à l'horizon 2026. Ce qui équivaut donc à transporter plus de 1 million de voyageurs. Objectif de la compagnie, s'approprier le marché du transport pétrolier actuel et futur et à œuvrer, à développer l'activité de fret et à promouvoir le secteur de l'énergie à court et long terme. On va parler sport à la veille du match capital opposant l'Algérie à la Côte d'Ivoire pour le compte de la 3e journée du groupe E. Le sélectionneur national de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi, s'est exprimé en conférence de presse ce matin sur l'entame ratée de l'Algérie en cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi l'enjeu de la prochaine rencontre face aux éléphants. De son côté, le capitaine Riyad Mahrez affirme que les joueurs sont prêts pour cette ultime bataille. On les écoute. L'Algérie qui a été, inefficace, l'Algérie qui a manqué d'adresse, qui a, après on l'appelle, j'ai même pas envie de dire malchance, d'adresse, oui, qui a fait en sorte de ne pas concrétiser les actions qu'on a pu avoir. Et je pense que si on avait fait ça, votre question aurait été tout autre et on n'aurait jamais parlé d'Algérie déséquilibrée.
On a pris un but sur coup de pied arrêté. Je vous l'ai dit, qui était même un gag dans le sens où il a fini au sol et fini par un plat du pied sur un coup de pied arrêté sur un corner. C'est qui est invraisemblable en soi. Sinon, à part ça, pas grand-chose. Je vous dis, les 10 dernières minutes du dernier match contre la Guinée équatoriale, c'est anecdotique, puisqu'on misait tout sur la victoire. Notre rencontre en phase de groupe avec le Sénégal, qui avait d'ailleurs terminé comme la finale. Donc voilà, deux grosses nations du football africain qui se rencontrent. Voilà, espérons que ce sera un beau match. Le message, il est simple. Il y a toujours... demain, on est dans l'obligation de gagner. Est-ce que ça change de nos 38-39 derniers matchs avec le coach? Non, parce que chaque match où on rentre sur le terrain, on joue pour le pays, on joue pour le gagner. Après, là, c'est sûr, comme j'ai dit, on est dans l'obligation de gagner si on veut passer. Donc voilà, à nous de donner plus, à nous d'élever notre niveau, de donner encore plus. Parce que voilà, on a manqué d'efficacité. Peut-être qu'on devait faire encore plus. Peut-être qu'on doit être encore plus spontané dans les derniers gestes. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a pas grand-chose à dire quand on est un peu entre guillemets dos au mur. Il n'y a pas besoin de trop parler. Et de son côté, le sélectionneur ivoirien Patrice Baumel a lui aussi animé une conférence de presse accompagné de son joueur Max-Alain Gradel. Ils sont revenus sur l'importance de ce match considéré comme une finale pour les deux nations. On écoute. Je pense que depuis le début de la compétition, dans chaque groupe, il y a des finales. Forcément, ce sera un match important, autant pour l'Algérie que pour nous. Donc ça sera un match intéressant à suivre, même si l'autre match sera tout aussi électrique, puisque les 4 équipes, à la veille de ce dernier match de groupe, peuvent se qualifier. Je pense que voilà, c'est l'une des favorites dans ce tournoi. Et à chaque fois qu'on a eu à croiser l'Algérie, on sait que voilà, ça allait être des matchs importants. Et aujourd'hui, la situation du classement du groupe, franchement, nous importe peu. Parce que voilà, que ce soit l'Algérie premier, deuxième ou quatrième, il est important pour nous de faire un grand match. Donc on sait les qualités de l'équipe d'Algérie et on a confiance en nos qualités aussi. De son côté, le président de la Fédération algérienne de football, Sharafuddin Amara, a tenu à son tour à rassurer tous les amoureux des Verts. On écoute encore une fois. On a parlé aux joueurs et on leur a dit que notre destin est entre nos mains. Notre destin est entre nos mains encore. C'est-à-dire qu'il faut croire en nos chances, défendre notre statut. Nous avons un statut que nous devons défendre. Nous sommes les champions d'Afrique, nous sommes les champions arabes. Nous avons une histoire et cette Algérie-là n'est pas l'Algérie qui fait. Et avec cette équipe encore, hein, c'est pas une Algérie qui va baisser les bras devant une première défaite. C'est vrai qu'on n'a pas pris depuis très longtemps. On a oublié, je dirais peut-être l'amertume des défaites, mais ce n'est pas non plus une fatalité. Une défaite dans le football est prévue et envisageable. Et puis cette information de dernière minute, selon le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, l'ambassadeur Amal Belani, s'est entretenu ce mercredi avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui effectue une visite de travail en Algérie au terme de sa première tournée dans la région. Le communiqué qui stipule, je cite, au cours des entretiens, l'envoyé personnel a présenté en termes généraux les contours de son mandat visant à relancer le processus politique qui se trouve dans l'impasse en raison de l'intransigeance de la partie marocaine qui ne cesse de multiplier les entraves et les conditions rédhibitoires en vue de perpétuer le fait accompli colonial. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Emel Lamziane Zitouni. Demain, Riyad Lahri pour votre édition du 13h. D'ici là, passez une excellente soirée sur L24 News.